Fondamentalement, il existe trois stratégies psychiques dans l'attitude de l'humanité moderne. La première, de plus en plus courante, est la stratégie de décompensation psychotique ordonnée précitée. La seconde est la stratégie de décompensation psychotique désordonnée. Cette forme est traitée dans les hôpitaux psychiatriques. Contrairement à la première, qui est non seulement jugée inappropriée ou dérogée par le grand public, mais semble même être promue. L'occupation des plus hauts rangs de la hiérarchie sociale, professionnelle et politique, presque exclusivement par les personnes présentant les premiers types de décompensation, est la preuve de son succès sociologique. Grâce au mécanisme démocratique aveugle, les gens avec la décompensation psychotique la plus dramatique de type ordonné, au lieu d'être éliminés de la circulation sociale, au contraire, ils sont élevés à son sommet. Il n'est donc pas étonnant qu'avec de tels avantages, cette décompensation devienne encore plus courante maintenant et à l'avenir, car elle est la mieux adaptée aux conditions sociales actuelles. Et enfin, le troisième type de stratégie psychique humaine, aussi vieux que l'humanité elle-même, encore plus ancien que le premier type, c'est une stratégie naturelle la plus difficile, souvent trop difficile à long terme et donc souvent transformée en stratégie du premier ou du second type. C'est une stratégie avec laquelle nous entrons dans la vie au tout début. Elle consiste en la libre coexistence des trois éléments de la psyché et en l'absence de toute barrière dans les deux sens entre chacun des éléments. Ainsi, l'angoisse et les pôles émotionnels pénètrent librement dans l'espace interpolaire avec leur énergie et l'environnement extérieur entretient également un échange symbolique non perturbé avec lui. À ce stade, il convient de noter qu'il semble approprié d'appeler l'environnement le quatrième élément de la psyché humaine, sans exagération. Comme je l'ai montré dans mes travaux précédents, c'est un élément psychique d'une importance primordiale pour le fonctionnement équilibré de la psyché humaine. De plus, c'est un élément sans lequel une stratégie psychique naturelle serait impossible. L'échange symbolique avec l'environnement, c'est-à-dire l'acte de communication, a été la seule source d'enrichissement du potentiel du troisième élément depuis le tout début de son existence. Bien entendu, dans le cas d'une communication toxique, elle sera aussi une source de dommages et de dysfonctionnement du troisième élément. La stratégie psychique naturelle, contrairement aux deux autres qui stagnent, est une stratégie de développement. C'est donc la seule que nous devrions induire chez les enfants et les adolescents, c'est-à-dire pendant la période d'acquisition de nouvelles compétences mentales déjà existantes en expansion. Fait intéressant, nous attendons plus des enfants que des adultes, parce que dans ce dernier cas, il est souvent trop tard pour sortir des stratégies fermées et stagnantes, comme les deux premières stratégies mentales, stratégie de décompensation structurée et désordonnée. Bien sûr, ce n'est qu'une théorie. Dans la pratique, les parents plus âgés, accrochés à la stratégie fermée et ordonnée, induiront sans le savoir une telle stratégie ou même la forceront à leur progéniture adolescente. Ce phénomène ne fait que gagner en importance à mesure que la période de procréation progresse vers la vieillesse. La période de la procréation progresse vers la vieillesse. La reconstruction du processus de l'évolution de la psyché depuis l'apparition de l'angoisse au développement de la conscience humaine actuelle trouve son écho aussi dans le développement individuel de la psyché. Nous savons ce fait de la répétition des étapes évolutives ultérieures dans le développement physique des organismes. Comme beaucoup d'entre nous se souviennent probablement des leçons de biologie, dans la période prénatale, les animaux évolutivement supérieurs
traite successivement les stades de développement des animaux à partir des niveaux inférieurs du développement évolutif avant avant qu'ils n'atteignent leur forme physique finale caractéristique pour une espèce donnée à l'heure de la naissance. Il en va de même pour le développement mental que j'ai largement décrit dans mes travaux précédents. Pour cette raison, le trait psychologique le plus humain et le plus ancien possédé par tout être humain ne s'écartant pas de la forme la plus courante est l'angoisse. Comme vous pouvez le voir, j'essaie de ne pas utiliser le terme une psyché normale, car en effet, seul ce qui est le plus courant chez une espèce animale donnée est anormal. Est normal. L'angoisse elle-même peut difficilement être appelée quelque chose de gentil, désiré et donc normal. Et pourtant, elle est le fondement de la psyché de chaque être humain, et donc malgré tout, c'est la norme. Cependant, en raison de l'ambiguïté du mot normalité, je ne veux pas l'utiliser là où il est moins ambigu d'utiliser les termes les plus courants. Cette aversion pour le mot normal deviendra encore plus compréhensible lorsque nous aborderons la question de la prévalence des constitutions psychiques individuelles. La conscience est capable de distraire de l'anxiété et des émotions et doit donc nécessairement être de même nature que l'anxiété. Tout comme nous ne pouvons pas distraire vos yeux avec un son et distraire une odeur avec le toucher, tout le travail de conscience consistant à détourner l'attention de l'anxiété ne serait pas efficace si la conscience et l'anxiété, ainsi que les émotions, étaient quelque chose de différent. Pendant ce temps, le raisonnement ci-dessus montre qu'ils sont exactement les mêmes. Du point de vue de l'évolution, cela n'est guère surprenant. L'apparition de l'angoisse a ouvert une nouvelle étape dans l'évolution de la vie sur Terre, et tout ce qui a suivi a dû être enraciné au début. Ainsi, la conscience est la suite évolutive de l'angoisse et est une forme d'angoisse, sa forme la plus avancée. Si tel est le cas, le moment est devenu d'essayer de comprendre ce que cette anxiété est donc la conscience. Dans ma définition de l'anxiété, décrite dans les travaux antérieurs, je soutiens que l'anxiété est physiologiquement le même phénomène que la peur, à la différence que la peur est la réponse du corps à une menace immédiate et visible, et l'anxiété est la même mobilisation, réaction, une réaction de mobilisation, mais sans danger physiquement existant, sans aucune menace. Bien sûr, dans la langue de tous les jours et dans la langue de la psychologie de jusqu'ici, la peur est aussi un nom pour l'anxiété. J'espère cependant qu'à partir de maintenant, vous saurez faire la distinction entre la peur comme l'anxiété et la peur comme peur. La peur comme angoisse est donc la première forme d'abstraction apparue dans la transition entre le monde des singes animaux et des singes préhumains. Craindre l'inconnu est la plus ancienne abstraction de l'espèce humaine. C'est une anxiété comportementale. Mais est-il possible d'aller plus loin et d'essayer d'identifier l'anxiété au niveau physique ou même moléculaire?